Uso se tenait devant la porte d'entrée, tenant sa lourde valise d'une main et son ventre rond de femme enceinte de l'autre. Elle avait marché près de 5 heures depuis la gare routière, sans aide, sans voiture et sans repos. Ses pieds étaient enflés, son dos la faisait terriblement souffrir, et elle sentait le bébé arriver à tout moment. Elle paraissait faible, fatiguée et effrayée, mais elle espérait toujours que quelqu'un dans cette maison lui témoignerait un peu de gentillesse. Mais Mama Ben, sa belle-mère, se tenait sur le seuil, le visage dur et le regard furieux. Elle n'ouvrit pas la porte. Elle n'a même pas demandé si Uso allait bien. Au lieu de cela, elle a pointé du doigt le jardin et a dit « Vas-y. Les animaux mettent bas. Tu ne vaux pas mieux. » Ces mots étaient tranchants comme un couteau. Les yeux d'Uso se remplirent de larmes, mais elle ne supplia pas. Elle n'a pas crié. Elle s'est juste retournée lentement et a marché vers le jardin, la tête baissée. Le sol était mouillé par la pluie. Le ciel était sombre. Il n'y avait ni matelas, ni serviettes, ni aide, seulement les tables derrière la maison. Et là, dans le froid, sur le sol sale, Uso perdit les os. Son corps tremblait de douleur, mais personne ne vint à son secours. Personne ne s'en souciait. Les occupants de la maison fermèrent leurs fenêtres et firent semblant de ne pas entendre ses cris. Uso s'accrochait à un bâton près de l'abri et luttait contre la douleur. Elle criait, pleurait et priait à la fois. Ses vêtements étaient trempés, ses mains tremblaient, mais elle refusait de laisser son bébé venir au monde sans se battre. Seule, dans la poussière, elle a donné naissance à son enfant. Pas de nourrice, pas de famille, personne pour lui tenir la main. Seule la lune et le ciel nocturne veillaient sur elle. Quand le bébé sortit enfin, Uso utilisa son peignoir pour le nettoyer et le serra contre sa poitrine. Elle l'embrassa sur le front et murmura doucement, « Tu n'es pas honteux. Tu es ma lumière. Même si le monde nous tourne le dos, je ne le ferai pas. » Cette nuit-là, une mère et son enfant sont entrés dans le monde de la douleur, mais aussi de la force. Et ce n'était que le début. Uso gisait sur le sol froid derrière la chèvrerie, tremblant de douleur. Le ciel était sombre, et la seule lumière autour d'elle provenait de la douce lueur de la lune. Il n'y avait personne à ses côtés, pas de main à tenir, pas de voix pour la réconforter. Elle était complètement seule, mais elle n'abandonnait pas. À chaque cri, chaque hurlement, elle poussait plus fort. Son corps tout entier souffrait, mais son cœur était fort. Elle savait qu'elle devait mettre son bébé au monde, même si le monde était cruel envers eux. Après des heures qui lui semblèrent une éternité, son bébé arriva enfin. Un petit cri doux brisa le silence de la nuit. Uso baissa les yeux vers son enfant et se mit à pleurer, non plus de douleur, mais d'émotion profonde. Son bébé, né dans la poussière et l'obscurité, était vivant. Ses petits yeux s'ouvrirent lentement, levant les yeux vers elle comme s'il comprenait déjà tout, comme s'il avait vu la vérité avant même de pouvoir parler. Ses petits yeux ne pleuraient pas beaucoup. Ils la fixaient simplement, calme et compréhensif. C'était comme s'il connaissait déjà l'histoire de leur douleur. Uso utilisa son peignoir pour le nettoyer délicatement. Ses mains tremblaient, mais elle s'avança avec précaution, s'assurant qu'il était bien au chaud et en sécurité. Elle le serra contre sa poitrine et murmura, « Tu ne connaîtras jamais la honte, même si c'est ainsi que nous commençons. » Sa voix était douce mais pleine de promesses. Peu lui importait où ils étaient ou ce que les gens disaient. Son enfant grandirait dans l'amour, et non dans la honte. Toute la nuit, Uso était assise avec son bébé, le serrant contre elle. La maison, à quelques mètres de là, était pleine de gens qui préféraient garder le silence. Personne n'ouvrait la porte. Personne n'est venu lui demander si elle était vivante. Ils ont entendu ses cris, mais ils l'ont ignoré. Pas d'eau, pas de tissu, pas d'aide. Le lendemain matin, le soleil se leva lentement. Uso se leva, les jambes faibles, son nouveau-né dans les bras. Son peignoir était taché, ses cheveux en bataille et ses yeux fatigués, mais elle retourna dans l'enclos avec une force tranquille. Les gens dans la maison la fixaient du regard, certains faisant semblant de ne pas la voir. Leur visage était froid, mais Uso ne détourna pas le regard. Elle passa devant eux, son bébé serré contre elle, et au fond d'elle-même, elle se fit une autre promesse, qu'il ne se sentirait jamais rejeté, peu importe comment il la traiterait. Uso a rencontré Ben à l'université. Ils étaient jeunes, pleins de rêves et profondément amoureux. Ils étudiaient ensemble, riaient ensemble et se soutenaient mutuellement dans les moments difficiles. Ben était son meilleur ami, son plus grand supporter, et lorsqu'il la demanda en mariage devant ses amis,
Uzo se sentit comme la femme la plus chanceuse du monde. Tout le monde applaudit et acclama, et pendant un instant, tout sembla parfait. Mais ce bonheur ne dura pas longtemps. Depuis leur mariage, la famille de Ben a changé. Sa mère, Mama Ben, et sa petite sœur ont commencé à traiter Uzo comme une moins que rien. Elle se moquait qu'elle ait été à ses côtés dans les moments les plus difficiles. Peu leur importait qu'elle l'aime sincèrement. Tout ce qu'ils voyaient, c'était qu'elle n'était pas l'épouse qu'ils avaient imaginée pour lui. Ils avaient quelqu'un d'autre en tête, la fille d'un riche politicien, avec des vêtements élégants et des relations influentes. C'est elle qu'ils voulaient épouser pour Ben, pas Uzo, une fille simple, sans nom ni origine. Elle n'est pas notre genre, disait souvent maman Ben. Elle n'a rien à offrir. La sœur murmurait dans le dos d'Uzo qu'elle n'avait épousé Ben que pour échapper à la pauvreté. Il pensait qu'elle l'avait piégé par l'amour, et il ne lui avait jamais laissé l'occasion de faire ses preuves. Même si Uzo travaillait dur pour leur faire plaisir, cuisinant, nettoyant et leur témoignant du respect, il trouvait toujours le moyen de la mépriser. Les choses ont empiré lorsque Ben a perdu son emploi. Au lieu de le soutenir, la famille s'est retournée contre Uzo. Ils ont dit que sa malchance l'avait suivi. Ton ventre porte malheur, cria un jour Mama Ben en désignant le ventre d'Uzo. Depuis que tu es dans sa vie, tout s'est écroulé. Uzo resta là, muette, retenant ses larmes. Elle ignorait comment l'amour avait pu se transformer en une telle souffrance. Même après l'accouchement, espérant que le bébé adoucirait leur cœur, rien n'avait changé. Personne n'était venu porter l'enfant. Personne ne la félicitait. Le bébé a été traité comme s'il n'existait pas. Maman Ben a refusé de le tenir. Sa sœur le traita même de fardeau. Uzo se sentit complètement seule. Elle n'avait rien fait de mal. Son seul crime était de ne pas être l'épouse qu'il désirait. Mais au fond d'elle-même, elle gardait une chose, son amour pour son enfant et l'espoir qu'un jour, la vérité parlerait plus fort que la haine. Ben avait changé après le mariage, mais pas comme Uzo l'avait espéré. Il devint silencieux, trop silencieux. Au début, elle pensa qu'il était simplement fatigué ou stressé par la perte de son emploi. Mais petit à petit, elle réalisa que c'était plus profond que ça. Chaque fois que sa famille l'insultait, il ne disait rien. Il ne la défendait jamais. Il restait assis là, comme un visiteur chez lui. Uzo essayait de garder espoir, pensant qu'un jour, il la défendrait peut-être. Mais ce jour n'arrivait jamais. Un soir, alors qu'Uzo allaitait leur bébé, la sœur de Ben entra dans la pièce et rit froidement. « Tu es sûr que ce bébé est bien celui de mon frère ?» demanda-t-elle. « Il ne lui ressemble même pas. Peut-être qu'il appartient à un de ces garçons du campus. » Ces mots frappèrent Uzo comme une claque. Elle regarda Ben, attendant, priant pour qu'il dise quelque chose, n'importe quoi, pour faire taire sa sœur. Mais Ben ne bougea pas. Il baissa simplement les yeux sur son téléphone sans rien dire. Plus tard dans la soirée, il déposa discrètement un petit paquet de couches sur la table, comme si cela allait tout arranger. Uzo le fixa, les larmes aux yeux. « Même mon silence est plus fort que ton amour, » lui murmura-t-elle. Sa voix tremblait, mais son cœur était déjà fatigué. Elle avait supplié, pleuré et attendu que son mari parle. Mais maintenant, elle comprenait. Il avait choisi de se taire. Et le silence, face à l'injustice, est une autre forme de trahison. Elle a arrêté de se plaindre après cette nuit-là. Elle a plutôt pris son téléphone. Chaque fois que Mama Ben lui criait dessus, elle l'enregistrait. Chaque fois que sa sœur l'accusait de coucher avec d'autres personnes, elle le notait. Lorsqu'il refusait de lui donner à manger ou insultait son bébé, elle conservait des preuves. Petit à petit, elle a commencé à rassembler chaque moment douloureux. Non pas par désir de vengeance, mais parce qu'elle voulait que la vérité soit connue. Uzo ne voulait pas que quiconque, pas même Ben, fasse comme si cette douleur n'avait jamais existé. Elle n'attendait plus d'amour de sa part. Elle devait juste protéger son bébé et sa propre santé mentale. Ben vivait toujours dans la même maison. Mais pour Uzo, il était déjà un étranger, l'ombre de l'homme dont elle était tombée amoureuse. Elle le regardait s'éloigner, jour après jour. Et le plus triste, c'est qu'il ne s'en rendait même pas compte. Uzo la portait en silence, malgré sa douleur, mais son silence avait désormais un sens. Et un jour, ce silence parlerait plus fort que tous leurs mensonges. La famille annonça à Uzo qu'elle organisait une cérémonie pour nommer son bébé. Au début, elle ressentit un peu d'espoir.
Peut-être était-il prêt à accepter son enfant. Peut-être que les choses changeraient enfin. Mais au fond d'eux-mêmes, quelque chose clochait. Pourtant, elle resta silencieuse et observa. Le jour du baptême arriva. Les membres de la famille étaient curieux et enthousiastes. Mais au lieu de la joie, ce qui s'est passé ensuite a été une pure humiliation. Ils ont habillé son bébé de vieux vêtements déchirés. Des haillons que même les chèvres ne porteraient pas. Pas d'emballage neuf. Pas de chaussures. Pas même de casquette. Son bébé ressemblait à l'enfant d'un mendiant. Le cœur d'Uzo se brisa, mais elle serra fort son bébé et resta forte. Elle remarqua alors la façon dont certains invités la regardaient, chuchotant et riant. La famille de Ben avait déjà répandu des rumeurs. Ils disaient que le bébé ne ressemblait pas à Ben. Que Uzo avait peut-être trompé. Que l'enfant appartenait peut-être à quelqu'un d'autre. Et puis, au milieu de tout ça, une tante de Ben s'est levée et a dit à haute voix, « Réglons ça une fois pour toutes. Nous voulons un test ADN. Que le jour du baptême arrive. Nous méritons de savoir qui est le vrai père. » Des cris de surprise résonnèrent dans la cour. Certains riaient nerveusement. D'autres semblaient choqués. Mais Uzo ne pleurait pas. Elle n'a pas crié. Elle a juste souri doucement, comme si les mots ne l'avaient pas touchée. Elle n'a rien dit. Elle porta simplement son bébé à l'intérieur et ferma la porte derrière elle. Ce soir-là, alors que tout le monde parlait et riait encore du drame, Uzo prépara un petit sac. Elle enveloppa son bébé dans un linge propre et quitta la maison en silence. Elle n'en a parlé à personne. Elle est allée directement en ville consulter un médecin en qui elle avait confiance. Un vieil ami d'école qui travaillait maintenant dans une clinique privée. Là, elle lui a tout dit. Chaque insulte. Chaque mensonge. Tous les doutes. Le médecin la regarda avec bienveillance et hocha la tête. Il accepta de l'aider. Et cette nuit-là, Uzo élabora un plan. Non pas les combattre avec colère, mais avec vérité. Elle ne voulait pas se contenter de se défendre. Elle voulait faire taire tous ceux qui l'avaient remise en question, une bonne fois pour toutes. Elle ignorait comment le test changerait les choses, mais elle était sûre d'une chose, elle ne laisserait jamais son enfant grandir dans la honte. Plus maintenant. L'enceinte était lumineuse et bondée. Les chaises étaient dressées, les décorations accrochées et une douce musique d'ambiance. Cela ressemblait à une vraie fête. Mais Uzo connaissait la vérité. C'était un piège. Maman Ben avait invité tout le village, anciens, responsables religieux, voisins, et même des parents éloignés. Non pas pour célébrer la naissance du bébé, mais pour la déshonorer. Ils n'attendaient qu'une chose, le résultat ADN qui la démasquerait. Les caméras étaient installées comme pour un mariage. Les gens chuchotaient, attendant le drame. Uzo entra lentement, vêtue d'une robe blanche en dentelle qu'elle avait empruntée. Elle serrait son bébé contre elle et se dirigeait droit vers l'avant. Son visage était calme. Aucune peur. Aucune larme. Juste le silence et la force. Ben était assis à côté de sa mère, l'air incertain et mal à l'aise. Son regard ne croisait pas le sien. Sa mère était assise fièrement, souriant comme si la victoire était proche. Le pasteur s'éclaircit la gorge, ouvrit la Bible et dit, « Nous sommes ici pour donner un nom à ce bel enfant et bénir cette famille. » Mais avant qu'il puisse continuer, Uzo s'avança. Elle tendit une enveloppe blanche et dit, « Avant de nommer l'enfant, mettons les choses au clair. » Le silence se fit dans l'enceinte. On ne entendit que le pasteur ouvrir l'enveloppe. Il sortit le journal, le lut, puis le relut. Ses mains se mirent à trembler. Ses yeux s'écarquillèrent. Il leva les yeux, perplexe. Puis il lut à voix haute, « Le résultat ADN confirme que Ben Chukwudi est le père biologique de l'enfant avec une certitude de 99,99%. » Le complexe a explosé avec fracas. Les gens ont halté. Certains ont applaudi, sous le choc. D'autres fixaient Mama Ben, figée. Son visage changea. Son sourire fier disparut. Ben regarda Uzo, mais elle ne se retourna pas. Uzo ne dit pas un mot. Elle prit simplement son bébé dans ses bras et le berça doucement. Elle n'avait pas besoin de crier ni de pleurer. La vérité avait parlé. Haut et fort. Tout ce qu'ils avaient tenté de faire pour la détruire avait échoué. Le pasteur resta silencieux, ne sachant que dire. Finalement, il demanda à nouveau, « Comment s'appelle l'enfant ?
Uzo regarda son bébé et sourit. Puis elle dit, vérité. Son nom est vérité. Car peu importe jusqu'où vont les mensonges, la vérité finit toujours par les rattraper. Cette cérémonie de baptême était censée la briser. Mais au lieu de cela, ce fut le jour de son ascension. Le jour où elle fit taire toutes les voix qui doutaient d'elle. Le jour où ils l'ont tous vue, non pas comme une victime, mais comme une mère qui s'est défendue avec dignité. La foule parlait encore du résultat ADN lorsqu'Uzo leva doucement la main. Le silence retomba. Elle brandit un autre papier de l'enveloppe. Il y a encore quelque chose, dit-elle d'une voix ferme mais posée. Le pasteur parut perplexe. Ben avait l'air inquiet. Maman Ben s'agita sur son siège. Uzo continua. Cette deuxième page. Elle vient du même médecin. Elle concerne un élément que le test a également détecté chez mon bébé. Les gens se penchèrent. Certains se levèrent même pour mieux entendre. Uzo regarda Ben droit dans les yeux et dit, le bébé a un marqueur génétique rare. C'est rare. Mais devinez quoi? Ben l'a aussi. Certains acquiescent. Bien sûr, père et enfant pouvaient partager des traits de caractère. C'était logique. Mais Uzo ne s'arrêta pas là. Elle se tourna et regarda directement la sœur de Ben, Ada. Elle aussi, elle l'a, dit Uzo. Et c'est là que le problème commence. Tout le monde était perplexe. Puis Uzo a lâché la vraie bombe. Ce marqueur n'est pas héréditaire. Ça ne se transmet que par le sang très proche. Si mon bébé l'a, si Ben l'a, et si Ada aussi. Elle marqua une pause. Le silence était pesant. Cela signifiait que Ben et Ada partageaient plus qu'un simple toit. Ils partageaient quelque chose de plus profond. Des halètements emplirent l'air. Un bébé se mit à pleurer à l'arrière. Mais personne ne bougea. Tous les regards étaient rivés sur le front. Uzo se tourna vers Mama Ben. Tu m'as traité de malédiction. Tu as dit que j'étais source de honte. Mais il semble que ton propre secret soit la véritable honte. Le visage de Ben était pâle. Ada resta figée. Mama Ben ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Des anciens commencèrent à chuchoter. Une vieille femme murmura, c'est pour ça qu'il se protégeait toujours autant. La vérité éclatait maintenant. Une vérité qui avait été cachée pendant des années. Une vérité qui a tout bouleversé. Uzo n'a pas crié. Elle n'a pas pleuré. Elle tenait simplement son bébé dans ses bras et disait doucement, cet enfant est à Ben. Mais Ben n'est pas à moi. Il n'a jamais vraiment été à moi. Et ça me va. La foule ne savait plus où donner de la tête. Le jour où elle pensait se moquer d'Uzo, elle a été obligée de se regarder elle-même. Elle se retourna et s'éloigna lentement, son bébé dans les bras. Laissant derrière elle un lieu empli de honte, de silence et de secret. Les gens ont commencé à crier. Certains se tenaient debout, les mains sur la tête. D'autres se couvraient la bouche, sous le choc. La paisible cérémonie de baptême avait tourné au cauchemar. Un vieil homme, assis tranquillement, s'était soudain effondré. Des gens se sont précipités pour l'aider, l'éventant et lui donnant à boire. Mais la véritable tempête ne faisait que commencer. Le père de Ben, qui avait toujours été du genre discret, se leva lentement. Ses yeux étaient rouges de colère et sa voix résonnait. Je te l'avais dit. Je te l'avais dit, femme. Cria-t-il en désignant Mama Ben. Cette fille, Ada, n'est pas ma fille. Tout le monde se tourna vers Mama Ben. Son visage pâlit. Elle essaya de parler, mais ses lèvres tremblaient. Le père de Ben poursuivit. Il y a des années, tu es entré chez moi avec un bébé qui grandissait en toi. Tu as dit qu'elle était à moi. Tu m'as supplié de l'accepter. Et pour la paix, je l'ai fait. Sa voix se brisa de douleur. Et maintenant, tout le village voit ce que tes mensonges ont fait. Des halètements emplirent l'air. Certains n'en croyaient pas leurs oreilles. Mama Ben, la même femme qui avait insulté Uzo, l'avait insultée et avait projeté de la déshonorer en public, avait elle aussi une honte cachée. C'était désormais évident. Ada n'était pas la sœur germaine de Ben. C'est pourquoi le test ADN a révélé quelque chose d'étrange. Et le plus douloureux, c'est que maman Ben le savait depuis le début, mais le gardait secret. Les gens murmuraient. Certains secouaient la tête.
D'autres s'éloignaient en disant « Maintenant, nous comprenons ». Cette famille, qui semblait parfaite de l'extérieur, cachait de profondes blessures. Uso ne dit pas un mot. Elle se tenait calmement, tenant son bébé dans ses bras, les yeux fixés sur la vérité qui embrasait tout. La fierté, les insultes, le faux respect, tout avait disparu en un après-midi. Ben se tenait là, confus et brisé. Il regardait la mère en qui il avait confiance. Il regarda Ada, qui se tenait maintenant comme une étrangère. Et il comprit enfin pourquoi rien n'avait jamais de sens. Leur arbre généalogique parfait s'était enflammé devant tout le monde. Et tandis que la foule tentait de comprendre ce qui venait de se passer, Uso s'éloigna silencieusement, non pas honteuse cette fois, mais pleine de force. Elle n'avait pas besoin de vengeance. La vérité avait fait son œuvre. Ben la suivit. Le visage baigné de larmes, il tomba à genoux devant tout le monde, suppliant Uso de ne pas partir. « S'il te plaît. Je ne savais pas. J'avais peur. Je ne voulais pas perdre ma famille, cria-t-il. Mais Uso n'éleva pas la voix. Elle ne jura pas et ne cria pas. Elle le regarda d'un air fatigué et dit calmement, « Un homme qui ne peut pas se battre pour sa femme n'est pas le père dont mon fils a besoin. » La foule se tut. Ces paroles furent un choc. Elle n'attendit pas d'autres excuses. Elle ajusta son bébé sur son dos, prit son petit sac et s'éloigna de l'enceinte, sans colère ni honte, mais avec force et sérénité. Ben resta par terre, suppliant toujours. Mama Ben essaya de parler, mais personne ne l'écoutait. Leur fierté s'était effondrée. Leur secret avait tout détruit. Uso ne se retourna pas. Elle n'en avait pas besoin. Elle avait assez pleuré. Elle avait été insultée, ignorée, moquée. Et malgré tout, elle était restée silencieuse. Mais maintenant, il était temps pour elle de choisir la paix pour elle et son enfant. Plus tard dans la semaine, une ONG de femmes, informée de ce qui s'était passé, l'a contactée. Elle lui a dit « Nous avons entendu votre histoire. Vous êtes courageuse. Tu es le genre de femme que nous voulons dans notre équipe. » On lui a proposé une petite maison et un emploi pour aider d'autres femmes en difficulté. Uso a souri et a dit oui, pas seulement pour elle, mais pour toutes les femmes qui ont été traitées comme des moins que rien. Elle a pris un nouveau départ. Elle s'est fait de nouveaux amis. Elle a élevé son enfant dans un environnement empreint d'amour, de respect et de vérité. Et même si la vie n'était pas parfaite, elle était paisible. Son enfant riait souvent. Il grandissait heureux, en sécurité et fort. Parfois, des gens du village venaient la voir en ville. Ils disaient, c'est Uso, celle qu'ils ont essayé de briser. Et d'autres répondaient, mais elle ne s'est pas brisée. Elle se leva. Uso n'avait plus besoin de prouver quoi que ce soit. Le monde avait vu la vérité. Et cela suffisait. Un an plus tard, Uso se tenait dans une petite mais belle salle, serrant son fils contre elle. Il venait d'avoir un an. Il y avait de la musique, des ballons et un gâteau avec 2 noms écrits dessus, Espoir et Feu. C'étaient les noms qu'elle lui avait donnés. L'espoir, car il lui a donné une raison de continuer. Le feu, car il est né dans la douleur et la vérité. Et sa présence a réduit les mensonges en cendres. Ce jour-là, Uso a partagé son histoire en ligne. Elle n'a rien caché. Elle a écrit avec honnêteté, avec son cœur. Le titre de son message était « J'ai été traité comme un chien. Maintenant, mon fils porte une couronne ». En quelques heures, l'histoire s'est répandue comme une traînée de poudre. Des milliers de personnes l'ont lu. Des femmes du monde entier lui ont envoyé des messages. Certaines ont pleuré. Certains ont partagé leur histoire. Beaucoup ont simplement écrit « Merci. Vous m'avez donné du courage ». On commença à la surnommer une guerrière, une lionne. Mais Uso ne voulait pas de titre. Tout ce qu'elle désirait, c'était un monde où les femmes comme elle n'auraient pas à souffrir en silence. Pendant ce temps, la famille qui l'avait autrefois moquée, raillée et traitée comme une ordure, gardait le silence. Leur propriété, autrefois pleine de bruit et de fierté, était désormais silencieuse. Les visiteurs ont cessé d'affluer. Plus de musique. Plus de célébrations. Juste des murmures. Des murmures sur les secrets qui ont été révélés. Des murmures sur la façon dont ils ont tout perdu. Le respect. La confiance. Et l'amour de leur fils. Les gens disaient,
tu as entendu? L'histoire d'Uzo est en ligne. C'est une star maintenant. D'autres acquiesçaient et ajoutaient, cette famille devrait avoir honte. Ils ont essayé de l'enterrer. Mais ils ne savaient pas qu'elle était une graine. Uzo n'a pas publié l'histoire pour les couvrir de honte. Elle l'a postée pour se libérer. Et pour libérer tous ceux qui étaient coincés dans l'obscurité. Et c'était là le pouvoir de la vérité. Il n'attend pas. Il ne frappe pas. Il entre comme le feu et brûle chaque mensonge. Chaque plan machiavélique. Chaque faux sourire. Désormais, chaque fois qu'Uzo regardait son fils, elle souriait. Elle ne voyait plus la douleur. Elle voyait la lumière. Un avenir. Un garçon qui grandirait en sachant que sa mère était forte. Et qu'il était né de l'amour. Et non de la honte. Et tandis qu'il soufflait sa bougie d'anniversaire, elle murmura, « Tu es l'espoir. Tu es le feu. Et personne n'atténuera jamais ta lumière. » Si cette histoire vous a touché, ne vous contentez pas de la lire. Partagez-la. Montrez au monde ce que sont la force, la vérité et l'amour maternel. Taguez quelqu'un qui a besoin d'entendre cela. N'hésitez pas à commenter si vous pensez qu'aucune femme ne devrait souffrir en silence.